Alors nous voilà réunis de manière un peu étrange, hein, puisque nous n'avons pas la salle habituelle, pour cette quatrième euh, synthèse annuelle du séminaire Transformation numérique. Cette année, nous avons une dizaine d'orateurs et d'oratrices, bien sûr, qui sont venus nous parler de cas tout à fait remarquables. Et donc, je ne vais pas les détailler à cet instant, on aura largement le temps d'y revenir. Ce que vous allez entendre, voir, c'est une lecture transverse qui n'engage que moi. C'est moi qui ai participé à toutes ces réunions. Voilà un petit peu sur l'exercice imposé d'une heure, la manière dont je peux restituer les choses. Ça ne vous incite pas à ne pas consulter les comptes rendus, les excellents comptes rendus de l'École de Paris. Au contraire, et j'espère que ça aura comme effet de vous inciter à aller en lire certains, voire tous. Alors, si je reviens sur les 10 participants, les 10 orateurs, oratrices, il y a à peu près tout type d'entreprise, cette année plutôt des grosses, et puis un consultant et un chercheur. Voilà, donc on a un panel, si ce n'est représentatif, en tout cas extrêmement éclectique. Alors, permettez-moi un petit avant-propos. J'aime bien faire de la rétroprospective. Vous savez qu'on dit souvent ce qui va se passer dans le futur et puis personne ne fait le retour de ce qui s'est vraiment passé. Alors, il y a un an, j'avais dit quelques petites choses et puis entre-temps, il s'est passé ces petites choses. En tout cas, vous allez le voir. Vous avez vu ces derniers temps qu'effectivement, il commence à se passer des choses un peu compliquées pour Uber, notamment avec cet arrêt de la Cour de cassation qui considère en gros que la plupart des soi-disant indépendants travaillant pour la plateforme pourraient justifier d'être qualifiés en salariés. Fait exceptionnel, la Cour de cassation a traduit elle-même cet arrêt en 2 langues. Donc, pour vous donner une idée qu'elle a vraiment envie que ça se diffuse au-delà de la France. Et puis, rappelons que ce genre de décision, il n'y a pas qu'en France que ça se prend. WeWork, cette grande plateforme dont on nous a beaucoup parlé, qui était au bord du dépôt de bilan et qui a été sauvée in extremis, mais si ça se trouve, ce n'est pas pour très longtemps. Et puis Expedia qui s'enfonce dans la crise. Tout ça pour vous dire voilà ce qui s'est passé par rapport à ce que j'avais évoqué l'année dernière. On avait beaucoup parlé de plateforme depuis 2 ou 3 ans. J'avais évoqué l'idée que c'était la fin du début, à ne pas confondre avec le début de la fin. Mais en tout cas que cette ère où tout était permis pour ces plateformes et où tout semblait leur réussir risquait d'être vraiment un petit peu en fin de course. Et notamment avec un sujet très particulier qui était celui de la régulation. Ces plateformes ne respectent pas grand-chose, pas seulement des problèmes de fiscalité, mais toute forme de régulation leur est assez étrange. Et la régulation est peut-être en train de se rappeler à elle. Et donc, voilà, c'était un petit rappel que je voulais faire par rapport à ce que j'avais évoqué l'année dernière. Revenons à notre sujet du jour, donc ces 10 expériences assez extraordinaires de transformation numérique. Je voudrais commencer par une petite séquence détox. Vous savez que ce qui est particulier dans l'industrie numérique, c'est à quel point elle est marketée. Donc, nous sommes toujours intoxiqués par un discours sur lequel il est toujours un petit peu compliqué de prendre du recul. Et donc, je voudrais faire une petite séquence détox qui va me permettre d'ailleurs d'introduire la première expérience. Alors, il y a un certain nombre de sujets qui sont, on va dire, très à la mode dans la vulgate digitale, chez les consultants et autres. Tout le monde parle de plateformisation, de disruption, d'ubérisation, winner takes all, qui serait une nouvelle loi économique. Et puis, un plus ancien que j'adore, c'est la désintermédiation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement que depuis qu'Internet est arrivé, et de manière régulière, on nous refait le coup, on nous explique qu'Internet est censé supprimer les intermédiaires. C'est absolument constant, régulier, ça fait 25 ans que ça dure maintenant.
C'est vraiment incroyable. Sauf que, on n'arrête pas de nous dire en même temps que finalement, les nouveaux dominants, que sont les GAFA, les BATX, les NATU et autres, sont tous des plateformes. Et par définition, une plateforme étant un intermédiaire, ce sont tous des intermédiaires. Donc là, on a quand même une des légendes digitales les plus tenaces qui soient, puisqu'on a en fait un propos qui nous est tenu depuis 25 ans de manière récurrente, constante. Débarrassez-vous de vos intermédiaires. Internet est là pour ça. Quand ce n'est pas Internet, c'est le numérique, c'est le digital, vous appelez ça comme vous voulez. Et le résultat final, c'est que finalement, nous héritons de nouveaux intermédiaires encore plus puissants et éventuellement encore plus concentrés et avec des problématiques sur la régulation éventuellement. Alors, cette petite introduction me permet eh bien de rentrer dans le premier sujet qui est celui qui a été traité. Alors, il y a deux sujets qu'on avait fait attention de ne pas traiter depuis plusieurs années. C'était les deux sujets les plus à la mode qui soient, la blockchain d'un côté et l'intelligence artificielle. À force d'avoir plein de gens qui nous demandaient quand même d'en parler, on a fini par s'y résoudre, surtout en ayant l'aide d'intervenants de haut niveau. Alors, avec l'aide de Thierry Reynard, chercheur à iCube et professeur Alix, nous avons pu faire un petit point, enfin, un peu sérieux, un peu loin de la mode, sur la blockchain. Alors, petit rappel, dans la blockchain, ça c'est la définition de Blockchain France, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Vous me voyez venir, je vais surtout m'appliquer sur le sans organe de contrôle, puisque je viens d'introduire avec la désintermédiation. La blockchain, ce n'est rien d'autre, d'un certain point de vue en tout cas, qu'une attaque frontale sur les intermédiaires. Et donc, on nous promet un système hautement sécurisé, sans intermédiaire du tout. Alors, ça fait beaucoup parler, tout le monde s'excite sur le sujet. Et il fonctionne, pour faire court, sur le concept de proof of work, qui est un dispositif, je vous incite à lire le compte-rendu de Thierry Reynard, qui est très explicite sur la question, et qui garantit à la fois la sécurité et à la fois cette notion de sans intermédiaire qui est quand même un petit peu discutable. Elle est d'autant plus discutable que Thierry Reynard nous l'a expliqué. Alors, ce n'est pas son chiffre à lui, je crois que son chiffre est même encore un peu plus élevé. Par exemple, sur le Bitcoin, 66%, donc des 2/3 des mineurs, donc ceux qui fabriquent, qui apportent cette proof of work, sont hébergés en Chine. Alors aujourd'hui, on peut enfin commencer à mettre en débat les questions de localisation stratégique, avec ces histoires de masques et de médicaments. On commence à avoir un débat qui devient de plus en plus intéressant. Jusqu'à présent, ça ne semblait pas si évident que ça. Comment peut-on dire qu'on est sans organe central si la communauté des gens qui, n'étant pas centralisés, apportent quand même cette preuve, sont tous localisés au même endroit dans des pays qui peuvent poser éventuellement problème en cas de crise particulière? C'est quand même une interrogation qui valait le coup d'être soulevée. Ce qui est très intéressant, c'est que Thierry Reynard nous a absolument expliqué qu'il n'y avait en fait dans la blockchain avec l'usage de la proof of work aucun cas d'usage avéré en matière de business. Compte tenu de l'inefficience du dispositif, finalement, il y avait non seulement aucun cas d'usage actuel, mais très probablement aucun à venir, à part des cas très, très, très particuliers. Et les cas particuliers, il y avait quand même plein de raisons de penser qu'ils avaient quand même peu de chances d'arriver. Et alors, au final, peut-être des cas vraiment très provisoires, donc pour un usage très, très partiel et très provisoire. Alors, vous allez me dire, il y a une petite difficulté, c'est comment tout le monde peut parler de blockchain s'il y a à ce point aucun cas d'usage. Alors, c'est très, très fréquent dans l'histoire des technologies numériques, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. L'explication, elle est toujours là. Tout le monde parle d'un même sujet, mais on n'attend pas les mêmes choses derrière.
effectivement, quand les gens disent qu'ils font des usages de la blockchain, ils le font généralement pas avec la proof of work, mais avec un autre dispositif qui est la proof of stake. Je ne rentre pas à cet instant dans le débat parce que je n'ai absolument pas le temps et ce n'est pas le sujet. Mais à partir du moment où vous n'êtes plus dans la proof of work, en gros, vous êtes en train de transiger soit sur le concept d'absence d'intermédiaire, soit sur la sécurité, soit sur les deux, soit sur un mélange des deux. Petite illustration, ben voilà donc un dispositif dont on nous dit qu'il va vous permettre de vous passer de vos intermédiaires avec une grosse connotation. Vous avez tous lu que donc, la banque va disparaître parce que entre l'intelligence artificielle d'une part et puis la blockchain de l'autre, vraiment il n'y a plus de raison d'être de s'occuper de la banque. Bien là, vous voyez, vous avez un dispositif qui est un dispositif, y compris avec une tarification pour vous garantir tout ça. Donc, voilà, rien de neuf sous le soleil. On revient à des bonnes dispositions classiques informatiques avec des gens qui récupèrent tout le dispositif en utilisant le même terme, mais évidemment avec un dispositif derrière qui n'est absolument pas le même et qui a d'autres qualités. Et pourquoi pas, sauf qu'il ne correspond pas exactement à ce que à la promesse, à savoir hautement sécurisé et ne dépendant d'aucun organe central. Vous voyez bien que là, il y a quelqu'un qui se propose d'organiser cette absence d'organe central. C'est quand même une notion un peu particulière. Autrement dit, la blockchain est une techno dont on nous dit qu'elle est sans intermédiaire, et en fait, on est peut-être devant la présence d'un nouvel avatar de la légende numérique que j'aime tant, à savoir la désintermédiation. La désintermédiation, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas d'exemple, je ne connais pas, qui ne soit suivi d'une réintermédiation par un autre type d'intermédiaire, sans doute. Et donc, ça nous pose la sempiternelle question, à qui profitent les révolutions? Je vous renvoie évidemment à la ferme des animaux. Quand on voit les animaux qui ont chassé le fermier en suivant les cochons qui sont ceux qui ont mené la révolution, quand ils commencent à s'apercevoir que les cochons s'habillent avec les habits du fermier, ils commencent à avoir un doute, mais c'est peut-être un petit peu tard. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est un phénomène, une fois de plus, qui est très, 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 très ancien. Nous devons prendre un petit peu de pincettes avec les arguments qui nous sont avancés pour les aspects très marketing, des concepts très à la mode. Ça ne veut pas dire que on n'a pas un intérêt à utiliser la blockchain telle qu'elle nous est vendue aujourd'hui, mais elle ne correspond plus aux avantages supposés qu'on a voulu nous vendre au départ. C'était mon premier sujet. Je vais donc tout de suite passer à un autre sujet, qui est un sujet là aussi très à la mode. C'est le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, le sujet de l'intelligence artificielle, une fois de plus, comme la blockchain, on y allait avec Arculon, parce que c'est un sujet qui est miné de partout, tout le monde en parle, tout le monde a un avis, et en fait, évidemment, on ne parle pas de la même chose. Alors, il nous fallait à la fois des expériences concrètes, il nous fallait un angle. Cet angle, on l'a trouvé à travers 3 retours d'expérience, qui est en fait, on va dire, l'intelligence artificielle appliquée aux ressources humaines. Les éléments que j'en tirerai dépassent quand même un peu la seule utilisation des ressources humaines, de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. 3 exemples, un de L'Oréal, un de la Gendarmerie nationale et un d'un consultant qui a fait un travail notamment sur l'emploi. Donc, il y en a un qui est très orienté recrutement, l'autre qui est très orienté gestion des ressources humaines et l'autre qui est beaucoup plus orienté sur l'emploi. Avant d'entamer ces 3 expériences, je voudrais vous faire part de choses que l'on voit qui sont effectivement assez hallucinantes. Là, c'est un papier publié dans The Conversation. A priori, c'est des papiers de chercheurs. Et donc, ces papiers de chercheurs, là, est assez hallucinant. On a vraiment l'impression que c'est du marketing. Mon DRH est une IA et depuis que mon DRH est une IA, finalement, c'est beaucoup mieux que quand c'était un individu. Bon, je vous laisserai éventuellement regarder ce papier. C'est un petit peu incroyable et c'est évidemment
l'opposé de ce que l'on a vu avec nos 3 expériences. Je vais commencer par celle de L'Oréal. Donc, celle de L'Oréal nous a été présentée par Eva Azoulay, qui dirige le recrutement chez L'Oréal. Alors, L'Oréal est une entreprise particulière sous plein d'aspects, notamment les entreprises ont un problème d'attractivité. Ce n'est pas tellement le cas de L'Oréal. L'Oréal reçoit 1 million de CV par an, ce qui crée un vrai problème d'attractivité, mais à l'envers. Il y a 170 recruteurs répartis sur la planète pour traiter ce million de candidatures. Et a priori, il n'y en aura pas beaucoup plus que 170. Et donc, c'est une activité qui a un problème de productivité, comme souvent, comme toujours. De réactivité, quand les gens ont du mal à suivre un flot pareil, évidemment que ça se ressent sur la réactivité. Et la réaction facile, classique, ça serait éventuellement de prendre des raccourcis pour traiter plus vite. Le premier raccourci auquel on peut penser, c'est de réduire la diversité des recrutements en recrutant toujours les mêmes. Comme ça, c'est assez facile. On trouve 2-3 critères, y compris des critères académiques. On recrute les gens qui ont fait à peu près le même profil que ceci ou de cela, et le tour est joué. Ça va plus vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé, qui a été pris par Eva Azoulay comme vraiment la chose à ne surtout pas faire. Dans les valeurs de L'Oréal, L'Oréal estime que la diversité est vraiment une de ses valeurs phares, pas seulement pour faire beau, mais parce que quand on essaye de vendre à l'ensemble de la planète ses produits, si l'entreprise ne reflète pas cette diversité de clientèle, elle n'a aucune chance de coller à ses marchés. Donc, ce n'est pas seulement pour faire beau, c'est vraiment une valeur forte. Et alors, L'Oréal a décidé d'utiliser 2 types d'outils d'intelligence artificielle, alors je veux dire avec plus ou moins, parce qu'un chatbot, la question de l'intelligence artificielle peut se poser, pour essayer de résoudre ce triple problème de productivité, de réactivité et de diversité. Alors, le chatbot est utilisé chez L'Oréal dans les recrutements pour des choses extrêmement précises. L'idée, c'est bien d'utiliser un automate. Donc, il faut intégrer un agent qui ne se repose jamais dans une équipe. Ce n'est pas forcément trivial. Ce n'est pas du tout un problème technique, c'est un problème d'organisation. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire, comment les autres vont le percevoir, les problématiques sur l'emploi, etc. Enfin, j'en passe des meilleurs. Des notions, somme toute, assez classiques, mais un chatbot, voilà, c'est un automate. À partir de là, il pose des problèmes d'introduction comme n'importe quel automate. Ce que L'Oréal a voulu faire, c'est de réduire le champ fonctionnel de manière vraiment très restreinte à des choses hyper basiques sur lesquelles il n'y avait aucun risque et où il y avait une plus-value pour l'utilisateur, pour le client, en l'occurrence le recruté. En fait, le chatbot ne vise qu'à vérifier l'éligibilité de la candidature aux conditions du poste. Si quelqu'un qui candidate sur un poste qui est notoirement à Nancy et qu'il habite Paris, a priori, on va s'en apercevoir à ce stade et on va bien vérifier avec lui que ça ne pose pas de problème d'aller à Nancy. À condition de restreindre ce champ fonctionnel, il est possible évidemment que l'automate le fasse beaucoup plus vite qu'un individu, et surtout à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Autrement dit, puisse répondre très très rapidement aux candidats. Premièrement, j'ai bien reçu. Deuxièmement, vous êtes éligible, donc on va revenir vers vous rapidement. Voilà à quoi sert le chatbot. C'est un usage extrêmement restreint, extrêmement prudent, ce moyennant quoi ça marche et ça marche bien. Et ça apporte de la plus-value aux recrutés. Et puis quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est d'utiliser l'IA pour de vrai, pour essayer d'élargir la diversité dans le recrutement. L'idée, c'est de demander à travers 5 questions ouvertes aux recrutés de répondre en une dizaine de lignes sur 5 questions ouvertes et que l'intelligence artificielle arrive à essayer de voir dans ces réponses ouvertes, dans ces réponses à ces questions ouvertes, si les réponses du candidat matchent avec l'aspect culturel, la compatibilité culturelle avec la culture maison, la culture L'Oréal.
Alors, comment ça marche? Bah, évidemment, ça sous-entend que on va prendre chez L'Oréal des gens qu'on estime représentatifs de la culture L'Oréal. On va leur faire le même exercice et on va demander à l'intelligence artificielle d'essayer de voir des similitudes et essayer de commencer à grouper. L'idée, comme toujours, chez L'Oréal en tout cas, c'est surtout que la machine ne décide pas, c'est de tirer la manche du recruteur en disant tiens, celui-là, il a un parcours vraiment très atypique que tu n'aurais peut-être pas eu dans tes radars, mais il a l'air d'être quand même très compatible avec ce qu'on a envie d'avoir comme recruté. Est-ce que ce serait peut-être intéressant? Regarde ce que tu en penses. Et tout ça, ça oblige les recruteurs à extérioriser et discuter les règles de recrutement, les règles et les biais habituels et les biais que l'IA peut apporter. Ça veut dire que c'est extrêmement, ça prend énormément de temps. Et pour L'Oréal, c'est très clair, qui est réparti sur toute la planète. Il y a des pays qui ont la possibilité d'utiliser ces technos-là. C'est des pays qui sont en gros où il y a la plus grosse volumétrie et où il y a des équipes constituées, significatives et volontaires. Donc ça base sur le volontariat. Parce que si on essaye d'appliquer ce genre de dispositif en essayant en ne portant pas l'attention qu'il faut à cette discussion, à cette extériorisation des règles avant, après et comment on progresse, eh bien, il y a toutes les chances de penser qu'on va vers des effets de bord qui sont tout à fait détestables. Le juge de paix, c'est la réputation. La réputation, L'Oréal y tient comme la prunelle de ses yeux. L'Oréal est une des plus fortes marques, c'est la plus forte marque française, c'est l'une des plus fortes marques au monde. Pas seulement L'Oréal, mais aussi la plupart de ses marques filiales. Et donc, son risque réputationnel est absolument gigantesque. Et Eva Azoulay nous a raconté deux, trois histoires qui montrent à quel point, s'il n'y avait pas eu des boucles de rétroaction hyper rapides pour réagir très, très vite, il y aurait eu des difficultés, même avec des approches à ce point prudentes. Autre expérience, celle de la gendarmerie nationale. Alors, je triche un peu parce que c'est un cas qu'on a eu en tout début janvier de cette année, mais je le mets quand même en 2019. Figurez-vous que la gendarmerie nationale, alors c'est la RH au niveau, la gendarmerie nationale. Hein, la gendarmerie nationale fait plein de choses sur le plan digital. Là, on va parler que des RH. Le général Vaquette qui est venu nous en parler, chef de projet sur ces questions-là. Les gendarmes, eux aussi, subissent le même problème que tout le monde. Ils commandent sur Amazon, ils refont des recherches sur Google. Ils ont donc l'habitude que ça marche tout le temps. Ils ont donc l'habitude d'avoir une super réactivité, une traçabilité, une transparence. Et ils exigent d'être gérés de la sorte désormais. Alors, là encore, la gendarmerie nationale, en tout cas la DRH de la gendarmerie nationale, a mis en place deux choses. Un chatbot. Là encore, c'est quasiment exactement la même chose que pour L'Oréal. C'est bien une problématique qui est absolument pas technique, mais d'organisation. Il s'agit d'intégrer un automate qui, par définition, ne se repose jamais et peut réagir très très vite à tout moment de la journée. Sur un champ, là aussi, hyper restreint, à des choses très faciles à canaliser. Des demandes de statistiques autour de la mobilité, du statutaire ou de l'avancement. Donc les questions sont peu ambiguës, les réponses sont peu ambiguës. Ça marche très très bien, il n'y a pas beaucoup d'effets de bord. Le chatbot pourrait faire beaucoup plus que ça, mais dans les deux cas, que ce soit pour L'Oréal ou pour la gendarmerie nationale, vraiment, c'est une volonté extrêmement claire et ferme de restreindre à des fonctionnalités très précises, à la limite peu ambitieuse, mais au moins qui marche tout le temps et qui amène un premier niveau de service. Et puis, une utilisation, alors l'IA, c'est plutôt en devenir à la gendarmerie nationale à travers 17 projets en cours, mais qui vraiment, qui commencent à être bien avancés parce qu'il y a eu un premier effet qui n'est pas totalement de l'IA, on ne pourrait pas le dire comme ça, mais qui est un effet qui a complètement convaincu la totalité de la direction de la gendarmerie nationale. C'est ce que le général Baquet appelle WesRH. Il a tout simplement utilisé des API que l'on trouve sur le web
pour proposer, vous savez que les gendarmes, comme beaucoup de militaires, comme beaucoup de gens, doivent tous les 3 ans faire des demandes de mutation. C'est un peu le Parcoursup de la gendarmerie nationale. On leur demande des choix et on essaye, autant que possible, de répondre le mieux possible à leurs choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, etc. La grande question pour tous les gens qui sont chargés, enfin, qui sont conduits à faire ces demandes de mutation, c'est pourquoi est-ce que je vais demander telle ou telle affectation. Alors évidemment, les affectations au soleil, on peut comprendre les raisons extra-professionnelles, mais en dehors de ça, quelle affectation serait plus intéressante pour ma carrière? Jusqu'à présent, c'était vraiment quelque chose d'assez obscur. Et donc, si ils parlent de gouvernance RH augmentée, c'est parce qu'ils veulent mettre, comme on le trouve aujourd'hui sur Internet, et c'est une demande extrêmement forte des gendarmes, plus de transparence, plus de réactivité. Et donc, pourquoi il parle de Waze RH? C'est de faire une application qui finalement fait un peu comme sur Waze. En fonction du trafic, eh bien, on vous conseille de prendre un itinéraire bis, autrement dit, en fonction du nombre de demandes qu'il y a sur telle ou telle affectation, eh bien, on vous suggère, on vous propose de prendre telle ou telle demande d'affectation, où vous aurez plus de chances d'avoir votre choix numéro 1 et où vous aurez peut-être, en fonction de votre critère, par exemple, booster ma carrière, eh bien, ça sera peut-être plus intelligent de postuler pour tel poste plutôt que tel autre. Alors, avec un enseignement absolument majeur, c'est que finalement, le SI RH de la gendarmerie nationale est d'une richesse absolument incroyable. Comme le personnel est encaserné, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des informations, évidemment, sur la vie professionnelle de chaque personne, mais évidemment sur un certain nombre de ces données personnelles. Comme ils sont encasernés, par définition, ils ont des informations sur la taille de la famille, sur la profession du conjoint, sur les études poursuivies, voilà. Et évidemment, pour des raisons de sécurité que vous comprendrez bien, le dispositif, le SIRH, est totalement sécurisé. Pas question que quelqu'un y accède comme ça. Quand on a un SI comme ça, un SIRH comme ça, ce qui est une exception, hein, l'état des SIRH en général ne correspond pas du tout à cette définition. Quand vous avez un SIRH aussi riche, aussi cohérent, aussi complet, aussi sécurisé, eh bien, mettre à l'aide de quelques API, transformer un petit peu la manière de représenter les choses et mettre en fait en place un Waze RH à partir d'un RH solide est vraiment quelque chose de très 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 facile à faire. Ça leur a pris quelques vraiment, enfin j'ai plus en tête, mais quelque chose de l'ordre de ce que l'on entend d'habitude dans les startups. Donc des grandes maisons peuvent faire des choses absolument incroyables, du même type que les startups, quand elles ont des bases extrêmement solides, ce qui finalement est en fait assez rarement le cas. J'en finirai sur l'intelligence artificielle avec le troisième intervenant qui a fait des études sur l'IA et la banque, notamment en matière d'emploi. Alors, je vous rappellerai qu'en 1978, on nous avait dit que la banque était la nouvelle sidérurgie, que depuis, les effectifs n'ont pas arrêté de croître. On nous le dit aujourd'hui que oui, alors là, pour le coup, c'est vrai, ça va être encore la nouvelle sidérurgie. Quand on regarde un petit peu de plus près, et c'est ce qu'a fait Pierre Blanc, on peut dire quand même que c'est quand même loin d'être évident. Alors lui aussi a vu la problématique du chatbot comme une problématique organisationnelle et pas une problématique technique, en montrant à quel point c'était tellement un sujet à la mode que la plupart des patrons de banques veulent absolument leur chatbot sans avoir le début du commencement d'une question organisationnelle et que la réponse tourne vite au gadget. Et puis, l'autre aspect, c'est par rapport à l'emploi, c'est la cobotisation des emplois. Alors ça, c'est plutôt moi qui l'exprime comme ça. On sait que dans l'industrie, on a eu beaucoup peur que l'automatisation détruise la totalité des emplois. On s'aperçoit qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. La plupart des emplois, aujourd'hui, rentrent dans une interaction de plus en plus intime entre l'homme et la machine. Ce qui veut dire, et ce qui fait dire, là pour le coup c'est un terme utilisé par Pierre Blanc,
qu'on aurait besoin d'aller vers une DRH-M, DRH pour M pour machine, donc humain et machine, puisque s'il faut articuler ces nouveaux emplois, ces nouvelles manières de travailler, bien évidemment, on ne peut pas rester en dehors de la problématique machine, il faut l'inclure dans le dispositif. Alors, je ne sais pas si cette formulation est totalement habile ou pas. En tout cas, la question qui est derrière est une question importante et intéressante à souligner. Alors, à cet instant, on peut faire un petit point sur cette IA et les RH. On a vu que ces trois approches, enfin surtout les deux très concrètes de L'Oréal et de la Gendarmerie nationale, marient à la fois ambition, grande ambition, vouloir utiliser l'IA pour augmenter la diversité, c'est vraiment quelque chose d'ambitieux. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais ils y arrivent, c'est-à-dire qu'en fait, au moins sur la diversité académique, aujourd'hui, ils ont la preuve qu'avec l'utilisation dans les pays qui utilisent ce dispositif, ils recrutent plus largement sur le plan académique qu'ils ne le faisaient avant. Pour la gendarmerie nationale, l'ambition, c'est une information éclairée. Et là encore, c'est une grande ambition. Mais pour servir ces grandes ambitions, eh bien, il y a une énorme, enfin, une gigantesque humilité, si j'ose dire, une très très grande humilité dans l'action, c'est-à-dire, je veux peut-être dire trois éléments forts, une prudence, donc des champs volontairement restreints. On vérifie que ça marche, qu'il n'y a pas d'effet de bord, qu'il n'y a pas de contre-indication avant d'élargir un peu. On veut absolument obtenir un bénéfice visible et pas d'effet de bord. Une attention au terrain, donc des boucles de rétroaction très très courtes, ce qui veut dire que ça prend du temps. Il faut être là sur le feu, on surveille comme le lait sur le feu, parce que s'il y a le moindre problème, ça peut avoir un risque réputationnel vraiment énorme. Et puis, maîtrise des enjeux, attention à ne pas entacher la réputation. Un travail continu d'extériorisation des règles et des biais. Alors, c'est quelque chose que l'on ne fait pas classiquement dans les organisations. Poser la question dans une réunion, mais est-ce qu'on est tous d'accord sur le terme qu'on utilise? C'est se condamner à être vu comme un vilain petit canard. Là, ce travail sur l'intelligence artificielle, eh bien, finalement, est une activité chronophage, mais qu'il faut absolument faire, qui est évidemment réservé à des volumétries avérées et à des équipes sérieuses et volontaires qui ont envie de travailler ces questions-là et qui vont prendre le prétexte de l'intelligence artificielle pour vraiment se poser des questions qu'on avait l'habitude de ne pas trop se poser tellement on pensait qu'on se comprenait. Et ça, c'est le début des problèmes, c'est quand on est sûr qu'on se comprend, puisqu'on sait très bien, c'est généralement pas tout à fait la réalité. L'IA, au-delà de l'effet de mode, donc le chatbot, on l'a vu, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant, à condition que ce ne soit pas réduit à un gadget. Donc il faut dépasser l'effet de mode. On n'utilise pas un chatbot pour utiliser un chatbot et pour faire bien. La question de comment on l'introduit dans une organisation est absolument essentielle. Prendre acte de l'hybridation des emplois, donc vers le DRHM, une fois de plus, je ne sais pas si la formule est la plus pertinente, mais en tout cas, on voit bien la question qui est derrière. L'hybridation des emplois entre l'homme et la machine est de plus en plus important. Il faut absolument arriver à rentrer dans ce sujet, et c'est un sujet forcément complexe, et je n'ai absolument pas l'intention d'en parler maintenant, mais on voit bien qu'il faut rentrer là-dedans et il faut que les équipes RH s'y collent. Une prime à l'ancienneté, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les données riches, fiables et sécurisées sont un prérequis pour faire de l'intelligence artificielle. Alors, vous allez me dire, rien de neuf sous le soleil, sauf qu'en fait, en permanence, on a des vendeurs qui viennent voir des dirigeants pour leur dire plus ou moins explicitement que voilà, c'est peut-être pas le meilleur des systèmes aujourd'hui, mais grâce à l'intelligence artificielle, on va trouver un raccourci et on va reprendre la tête de la course. C'est pas vrai, c'est archi faux. L'intelligence artificielle bénéficie à ceux qui sont déjà avancés. Ceux qui sont en retard, par définition, vont accumuler le retard. Et s'ils mettent de l'intelligence artificielle, des chatbots, etc., ils vont probablement avoir plus de problèmes
que d'avancer, que davantage. Ça, c'est un élément absolument essentiel. Alors, c'est un élément qui n'est pas une révélation absolue pour ceux qui connaissent ce genre de questions. On avait déjà ça avec l'informatisation. On avait des dirigeants qui, il y a très longtemps, disaient c'est un peu le bazar chez moi, venez m'informatiser tout ça. Bon, ben, quand on ne se posait pas la question de l'organisation, de l'informatisation du bazar, en général, on récupérait ce que l'on méritait, c'est-à-dire un bazar informatisé, c'est-à-dire plus d'erreurs, etc., etc. C'est à peu près ce que l'on a aujourd'hui avec l'IA et pour les mêmes raisons. Je voudrais avancer sur un autre sujet qui est très lié à ce que je viens d'évoquer, c'est justement les datas. Alors, on a eu, pour éclairer les datas, trois interventions tout à fait passionnantes. Une de la SNCF, Gare et Connexion, une d'Airbus et une de la Poste. Alors, je survole toutes ces expériences, j'en suis désolé, mais c'est une fois de plus pour vous inciter à aller consulter ces comptes rendus. Alors, la gare, c'est quand même un endroit que l'on méconnaît. La gare, c'est un endroit où il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'attendre d'être transportés. Et en attendant d'être transportés, ben, ils y passent un certain temps. Et on peut utiliser ce temps à plus ou moins bon escient. Alors, d'abord, pour un certain nombre de raisons, c'est qu'il y a une occupation d'espace qui est un premier problème. Donc, dans les projets de numérisation, la première chose à faire, c'est d'avoir des données. Bon, donc, comment on fait pour avoir des données de l'occupation de l'espace dans une gare? Eh bien, on peut utiliser ce que l'on utilise, que les militaires utilisent depuis longtemps, l'intelligence du signal, c'est-à-dire on trace vos mobiles de manière anonyme éventuellement, en l'occurrence là c'est le cas, pour savoir les déplacements et pouvoir identifier combien de personnes sont à tel endroit et combien se déplacent, etc. C'est absolument essentiel puisque aujourd'hui, nous avons des gares qui sont en plein centre-ville pour la plupart et on ne peut pas imaginer augmenter le nombre de gens à l'infini et sans faire au minimum des travaux internes. Et donc, pour diriger ces travaux, qui sont des travaux lourds, bien évidemment que l'utilisation des données détaillées est importante et donc cet usage-là est absolument essentiel. Mais il faut aussi avoir une meilleure gestion des flux et donc une signalétique, on va dire, d'influence. Alors, le nudge pour les spécialistes. Voilà un exemple. Avant, on aurait mis tout simplement un panneau sens unique, enfin, ou un panneau d'interdiction. Bon, si vous donnez à des Français un panneau d'interdiction, c'est comme un chiffon rouge à un taureau. La première chose qu'ils vont faire, c'est de foncer dedans. Et donc, si vous mettez que c'est interdit, les gens vont quand même aller dans cet escalier que vous ne voulez voir qu'à sens unique et dans le sens de la montée. Si vous mettez un panneau qui est un panneau qui explique aux gens qu'ils n'ont pas intérêt à y aller parce que finalement, ils vont devoir faire marche arrière, comme par hasard, plus personne n'y va. Donc, il y a une intelligence de la signalétique qu'il faut absolument avoir. Là, je vais vous montrer, mais je ne vais pas le développer complètement, un exemple pendant les grèves de signalétique événementielle humaine pour gérer les flux qui peuvent être considérables à certaines périodes et pour voir à quel point il est absolument essentiel de pouvoir gérer correctement ces flux et que tous les dispositifs, y compris les dispositifs peu technologiques, mais reposant quand même sur une information précise, puisque on ne sait pas forcément toujours, mais un train n'arrive pas forcément à l'endroit où il était prévu qu'il arrive, et donc la signalisation, c'est quand même un vrai problème dans une gare. Tout ceci nous amène à toujours utiliser mieux les datas. Et puis enfin, les datas pour une autre raison qui est absolument essentielle, c'est tout simplement, en sachant combien de temps les gens attendent, on peut savoir assez facilement où est-ce qu'ils vont passer leur temps, dans quel magasin. Et là, vous voyez qu'on a à la fois un nombre de minutes dans tel ou tel magasin et une probabilité que les gens viennent dans ce type de magasin. Le résultat, c'est que Gare et Connexion peut lancer des appels d'offres avec des informations plus précises et avoir des mieux-disants pour occuper ces espaces qui amènent des subsides plus importantes à Gare et Connexion, ce qui est quand même, on va dire, le nerf de la guerre. Autrement dit, on voit bien qu'à travers tous ces éléments, on a la data qui est au cœur de l'operating system de la gare de demain. C'est un système qui est cohérent,
C'est-à-dire que ce n'est pas un système qui est fermé, mais il est tellement cohérent au sens où plein de données arrivant de différents points sont reliées les unes aux autres, que ça fait un ensemble qui est cohérent en tant que tel, qui amène de la valeur, et qu'à partir de là, il attire de nouveaux partenaires, et ainsi de suite. Et à partir de là, comme c'est un ensemble qui est, si ce n'est fermé, au moins qui a une taille critique, eh bien, il maintient à distance, en tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est moi qui le dis comme ça, les GAFA à une certaine distance. Les GAFA généralement s'installent dans des endroits où il y a justement une absence de cohérence et où eux se proposent d'amener cette cohérence. Quand on a un dispositif qui est déjà à un certain niveau de taille critique cohérent, il est très très difficile pour les GAFA d'intervenir. Alors bien sûr, on peut mettre des casiers dans une gare et puis on les met, ça s'appelle Amazon. Enfin, si l'intervention d'Amazon reste à ce niveau-là, c'est pas forcément très dangereux. Airbus, une plateforme digitale industrielle. Jusqu'à présent, quand on parle de plateforme, on parle de plateforme grand public, que ce soit les GAFA pour l'essentiel, les NATO, donc les Netflix, Airbnb et compagnie. Tout ça, c'est dans le monde du grand public. On n'est pas dans le monde B2B et le monde industriel. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'Airbus, en 2016, s'est lancé comme projet voilà, qu'est-ce qu'on va faire en termes de transformation numérique. Et Marc Fontaine, qui alors à l'époque était le DIRCAB du grand patron, s'est dit, bon ben voilà, la chose à faire pour avoir quelques décisions intéressantes, c'est de travailler sur un scénario catastrophe. Et il a fait un séminaire avec voilà, ce premier scénario catastrophe. Amazon et EasyJet se mettent ensemble, qu'est-ce que ça peut donner? Et le résultat, c'est qu'évidemment, assez facilement, l'ensemble du comité de direction a décidé de dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose, et en l'occurrence de se lancer dans une plateforme. Alors cette plateforme, elle s'appelle Skywise. Elle réunit aujourd'hui, 83 ans après, 90 compagnies aériennes qui gèrent 8000 avions. 8000 avions, c'est-à-dire évidemment des Airbus, mais aussi des Boeing, et puis toutes les marques d'avions possibles et imaginables appartenant à ces 90 compagnies aériennes, plus 15 fournisseurs, etc., etc. Ça donne aujourd'hui une volumétrie absolument incroyable, et surtout, ça permet d'attaquer, en tout cas avec espoir, mais déjà avec un certain nombre de réalisations, l'optimisation de l'industrie aéronautique. Alors, les coûts de friction estimés pour l'ensemble de l'industrie aéronautique sont de 40 milliards d'euros. Donc, une plateforme qui arriverait à réduire ces coûts de friction, voire à les supprimer intégralement, vous imaginez bien les montants que ça rapporte. J'insiste sur ces montants parce que ça veut dire que pour Airbus, contrairement à ce qu'on voit dans les GAFA, il y a une possibilité qu'ils utilisent d'ailleurs, et qui est de partager les gains. Et pour l'instant, tous les projets, ils en ont vraiment sur à peu près tous les plans, tous les projets lancés ont des retours hyper positifs, puisque ce sont tous des gains de productivité à 2 chiffres, dans tous les cas. Et quand on a des gains de productivité à 2 chiffres, il est quand même relativement facile de les partager. Et donc, à partir du moment où vous les partagez, eh bien, tous les participants ont une rétribution de leur participation et de plus en plus veulent participer. C'est le fameux effet de réseau que l'on connaît bien dans les plateformes et qui fait que plus il y en a et plus ça devient intéressant d'y être et ça devient de plus en plus difficile d'être à l'extérieur. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la situation du bas. Aujourd'hui, pour cette plateforme, ils en sont à ce qu'ils appellent l'empreinte numérique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un avion arrive à un endroit, qui pose sur les roues sur le sol, il y a une donnée. Quand il arrive au terminal, il y a une donnée. Donc, à chaque point de contact, il y a des données. L'ensemble de toutes ces données permet déjà de faire des choses assez miraculeuses. Ce ne sont pas, j'insiste, des données sensibles. Il ne s'agit pas de savoir les secrets de fabrication de Boeing. Il s'agit vraiment d'avoir des données de base, mais extrêmement multiples. Et à partir de là, on arrive à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. En 2023, ils espèrent avoir le concept de jumeaux numériques, c'est-à-dire pas seulement tous les points de contact, mais vraiment de pouvoir rentrer dans tous les détails et dans toutes les arcanes de manière numérique, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, le vrai, ce n'est pas le réel, parce que le réel, on n'arrive pas toujours à le percevoir comme il faut, c'est que c'est vraiment le jumeau numérique qui devient le référentiel sur lequel on regarde, on diagnostique, on agit
Et ça, c'est pour 2023. Alors, on le voit bien, là encore, comme tout à l'heure, c'est un système qui est cohérent au sens où ce n'est pas un système qui est fermé, hein, c'est un système qui est ouvert et de plus en plus ouvert, mais qui amène une taille critique où les informations se renvoient les unes les autres. À partir de là, ça devient un système vertueux qui, là encore, tient à bonne distance les GAFA. C'est quand même pas évident de voir comment, avec l'existence d'une plateforme comme ça, certains GAFA qui auraient pu avoir envie, ou GAFAM, si on veut élargir, auraient pu envie de venir vous faire un tour dans l'industrie et dans l'industrie aéronautique en particulier, comment prendre des positions un petit peu importantes. Alors là, vous le voyez, c'est l'intervention de notre commissaire européen qu'on connaît bien. La guerre des données industrielles débute maintenant. Première information. Deuxième information, l'Europe sera son principal champ de bataille. Alors c'est très important, très intéressant. C'est effectivement quelque chose de tout à fait justifié. On voit que les industriels, en tout cas certains, n'ont pas attendu, parce que s'il fallait s'y mettre maintenant, il faudra encore attendre 3 ou 4 ans. Airbus, en s'y étant mis il y a 4 ans, eh bien, arrive à la situation actuelle. Heureusement qu'ils ont anticipé. Et là, je voudrais évoquer bon, les bonnes intentions des politiques sont toujours à double tranchant. Quand il faut les convaincre, c'est terrible, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne comprennent rien. Quand ils sont convaincus, ils veulent agir, et là, ça peut être encore pire. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait quelqu'un de compétent qui soit sensibilisé à la question. Maintenant, il faut faire très attention aux mécanos industriels qu'on pourrait être tenté de faire. Par exemple, Marc Fontaine a eu des mots extrêmement durs sur l'industrie informatique et sur les grands logiciels en particulier, et les ERP encore plus en particulier, qui auraient dû faire des choses il y a bien longtemps. Si le tocsin sonné au niveau européen consistait à faire des mécanos industriels avec des grands de l'industrie qui n'ont jusqu'à présent peut-être pas fait grand-chose, ça pourrait être quand même peut-être problématique, mais on en parlera dans le débat sans doute tout à l'heure. Dernier sujet sur les datas, la Poste, que je vais faire rapidement. La Poste, comme beaucoup de monde, veut connaître ses clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une information que moi, personnellement, je n'avais pas bien compris. C'est qu'en fait, il y a 5 grands métiers à la Poste, 5 grands métiers très autonomes, enfin très indépendants, et que finalement, on peut résumer, la Poste, globalement, est une grande organisation industrielle B2B. Elle travaille essentiellement pour des énormes donneurs d'ordre. Le grand public n'est pas finalement dans son scope. Alors, ils ont bien compris qu'il fallait évoluer, et donc pour évoluer vers une meilleure connaissance client, il faut évidemment capter l'info, la partager. C'est une mission qui est devenue une mission stratégique, qui a été confiée en tant que telle à Daphné Sulkowski-Vautrin, qui est venue nous en parler. Ça veut dire qu'elle s'y est pris comme on s'y prend toujours, hein, c'est-à-dire capter les données en forçant un peu l'identification. Vous savez, quand on est sur Amazon, vous ne pouvez rien avoir si vous n'êtes pas identifié par définition. C'est en ça que les acteurs numériques ont un avantage, c'est que tout est numérisé, tout est sous forme de données, et que les entreprises classiques n'avaient pas l'habitude, on sait fonctionner sans savoir qui est derrière une commande. Donc en forçant, ce qui n'est pas forcément toujours agréable quand on est client, mais en forçant cette identification, eh bien très rapidement, on se met à avoir autant de données que les grands. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils en sont une vingtaine de millions de données bien renseignées sur les Français. Ce n'est pas encore complet, mais enfin, ça commence à être un peu significatif. Et puis, à partir de là, il faut partager des données en interne. Et ça, on a bien compris que c'était un autre sport. Quand on est dans une organisation avec 5 métiers vraiment très différents et avec des SI construits depuis le départ comme non communicants et avec une organisation relativement rétive aux échanges d'informations entre organisations, on voit que finalement, la seule solution, c'est d'utiliser des ruses, que ce projet de connaissance client est un projet hautement subversif, qui, évidemment, n'a pas que des amis, et que la persuasion par les cas de terrain est vraiment pratiquement le seul mode d'intervention. Et donc, Daphné Sulkowski-Vautrin identifie des cas bien concrets et
amène dans des comités de direction générale des dossiers de base pour expliquer. Et en général, ça se passe très très bien, ça se passe même de manière étonnante. On finit par dire, mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas déjà fait? Voilà. Donc si on monte les dossiers autrement, c'est compliqué. Si on les monte comme ça devient plus simple. Mais on voit bien qu'il y a là une logique intéressante, c'est quel mandat on a, mais ça je vais y revenir dans ma synthèse. Donc les data, les plateformes, ce que je voulais évoquer, c'est qu'on a bien une guerre des data industrielles qu'elle a commencé, et heureusement un certain nombre d'industriels en sont bien conscients et ont déjà fait des travaux, mais qu'au niveau européen maintenant, on commence à avoir bien conscience de la menace. Les grandes entreprises sont à la manœuvre, et pour celles qui sont à la manœuvre, assez intelligemment, elles laissent relativement peu de place aux GAFA, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est évidemment une question stratégique, mais ça, on avait beaucoup vu dans les synthèses précédentes, que ce soit l'année dernière ou l'année précédente encore. Mais surtout, c'est une question organisationnelle, et ça, c'est vraiment quelque chose qui signifie qu'il y a du temps à y passer, que c'est forcément un peu compliqué. C'est aussi une question d'architecture et de maîtrise du SI. Alors là, on a, bon, moi personnellement, c'est des éléments que je connais, mais on a quand même eu des révélations qui sont assez étonnantes. Chez Airbus, 80% de tout ce qui est dépensé ici est sous-traité jusqu'à présent. Donc, ils en sont arrivés à la conclusion que c'était absolument impossible d'essayer de construire quelque chose de la sorte avec 80% de sous-traitance. Il n'y a pas que les masques et les médicaments qu'on a sous-traités à droite à gauche, en l'occurrence, ce n'est pas forcément en Chine, c'est avec des sous-traitants extérieurs, mais le pilotage est compliqué quand on a 80%. La séance qu'on avait faite, on l'avait faite avec le DG de GRT Gaz, qui avait effectivement le même pourcentage. Ce n'est pas un pourcentage par hasard, c'était une doctrine. Beaucoup d'entreprises, considérant que l'informatique n'était pas leur métier, ne voulaient pas se staffer de manière considérable en informaticiens. Et résultat, 80% d'externalisation, c'est un vrai sujet pour avoir une maîtrise sérieuse et pour se lancer dans des projets d'ampleur comme ça. Donc il y a aujourd'hui des programmes de réinternalisation significatifs, l'objectif étant plutôt d'arriver à du 60-40 que du 80. Donc, on voit bien qu'il y a énormément de questions RH qui sont derrière tout ça. Point intéressant cité par Airbus, la fameuse question le mythe du data scientist. Hein, les entreprises manquent de data scientists. Bon, Marc Fontaine nous a dit, moi, je n'en manque pas, hein, ce n'est pas un problème. Hein. Je prends un ingénieur qui a un petit peu de bouteille dans l'aéronautique, je lui fais faire 2 formations de 15 jours sur une période de 3 mois, plus commencer à travailler. En 3 mois, ça devient un data scientist qui en remonte à n'importe qui sur le marché. Et comme des ingénieurs un peu talentueux, qui ont un peu de bouteille, j'en ai quand même un certain vivier, je n'ai pas de problématique de data scientist. Je ne vais pas l'évoquer ici, mais j'ai d'autres exemples qui effectivement me disent la même chose. Autrement dit, les entreprises qui sont un peu en avance n'ont pas forcément de grands problèmes de data scientist. Je vous rappelle que les data scientists, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent sur des data extrêmement sophistiqués. Là, on parle de data qui sont des data hyper basiques, mais en très très grand volume, et pour essayer de leur donner du sens, un sens business à utiliser pour se rapprocher du client, pour faire des choses concurrentielles. Les possibilités et les limites des approches masquées ou faiblement portées. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je conçois que ce soit un peu abscon. Vous savez qu'on a tous entendu maintes et maintes fois, notamment par les consultants, que pour lancer un grand projet, il faut forcément l'aval de la direction générale. Alors, l'aval, ça c'est sûr, mais on nous dit aussi le soutien de la direction générale. Alors ça aussi, ça n'en mange pas de pain, si on peut l'avoir, tant mieux. Mais généralement, quand on revient 6 mois, 1 an plus tard, les gens sont dépités. Ils ont demandé 2 ou 3 fois le soutien de la direction générale sur des problèmes un petit peu anecdotiques. Ce soutien est venu ou pas venu, en tout cas il s'est usé et à la fin, ça ne donne rien. Donc on voit bien que dans ces 3 approches, on a des portages managériaux qui sont différents. Marc Fontaine, parce qu'il a utilisé ce projet sur un scénario catastrophe que lui-même était au départ d'IRCAV, des 2 grands patrons, on voit bien que le portage était extrêmement important et qu'il s'agissait de construire une plateforme. Enfin, il y avait énormément d'engagement et qu'on est sur un portage absolu.
Dans le cas de la Poste ou de Gare et Connexion, on est sur un portage qui à la fois est clair, mais en même temps où on comprend bien qu'il ne faut pas utiliser en permanence le soutien de la direction générale, sinon on n'obtient rien. Donc il y a bien une intelligence de terrain, une intelligence de situation des gens chargés de faire avancer ces projets. Donc on voit bien qu'on peut on peut faire des choses qui ne sont pas toujours baquées par la direction générale. C'est même fortement recommandé car le soutien politique est un soutien qui s'érode vraiment très rapidement. Et donc en mélangeant les deux, c'est cette intelligence-là qu'il faut arriver à avoir pour évidemment y arriver. Alors, gare aux bonnes intentions, je l'ai dit, on était historiquement dans une problématique de données. Il fallait convaincre que les données, c'était important. Je me souviens d'un séminaire des mines dans le grand amphitheâtre, dans le grand amphi à Bercy avec Michel en 2010, où on avait sensibilisé sur la question des data. À l'époque, on était à un moment où il fallait convaincre que c'était important. Aujourd'hui, c'est plus le sujet, tout le monde a que ça à la bouche, data, data, data. Le danger aujourd'hui, c'est plutôt que les bonnes intentions déclenchent des effets de bord pas forcément magiques. Parce que on voit bien que s'il faut prendre du temps, c'est un sujet compliqué et qu'on ne peut pas réduire ça à un sujet politique. Les gens qui n'ont pas le temps de traiter ces sujets-là, comme les politiques, ils ne peuvent avoir que les bonnes intentions, et donc il y a quand même beaucoup de doutes à avoir sur la pertinence de ce qui peut retomber de ces bonnes intentions. Et puis j'aurais un élément à suggérer. Finalement, quand on voit cette importance-là, on peut se demander si demain, il serait raisonnable que les gens puissent atteindre les hautes strates des directions des entreprises sans être passé par cette école des data. Et donc, est-ce que dans les parcours professionnels actuels, il ne devrait pas y avoir un fléchage absolu, un peu comme pour les militaires, il y a l'école de guerre. Quand vous arrivez à un certain niveau, vous avez ceux qui sont autorisés et appelés à faire l'école de guerre et qui occuperont après les postes les plus importants et ceux qui n'ont pas fait l'école de guerre. Et donc, je pense que ça pourrait être un sujet de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas à voir les data comme une école de guerre du management d'entreprise demain, en tout cas des grandes entreprises? Mon dernier sujet, avant ma conclusion, sera avec ces trois interventions-là. Ces trois interventions qui nous ont été apportées donc par Skill & New, Mediasys et Orange. Sur ce que j'appelle l'innovation business, je ne suis pas très content du terme, mais je fais pour regrouper ces trois interventions qui me paraissent importantes, qui ont des liens ensemble. La terminologie marquante n'est pas forcément super passionnante. La formation par correspondance, alors Skill & New est une entreprise, un groupe particulier qui regroupe une vingtaine d'écoles par correspondance. C'est un business très particulier, c'est un business qui a, par définition, la formation par correspondance aurait dû tirer avantage d'Internet bien avant, comme la vente par correspondance, et finalement, c'est les gens qui ont le plus souffert parce qu'on n'a pas forcément la capacité d'attirer correctement et d'entretenir la motivation. L'idée, c'est de trouver des débouchés, d'investir dans la pédagogie et le soutien. Skill & New, c'est 120 000 élèves en formation en même temps aujourd'hui. 120 000, c'est absolument colossal. Alors, pour qu'on se comprenne bien, c'est une vingtaine de marques, comme Educatel, mais aussi comme l'école chez soi, qui a plus de 100 ans. Donc, on voit que ce sont des sujets qui sont très anciens. 120 000, c'est considérable. C'est surtout des gens qui sont sur des formations de CAP, BEP, ce genre-là, mais pas seulement. Enfin, c'est un peu le plus gros. Comment ils s'y prennent? C'est une obsession d'Eric Petko, c'est de dire, moi, je veux absolument un marché. Autrement dit, avec Indeed, ils repèrent, notamment dans les bassins d'emploi, les métiers que l'on recherche. À partir de là, éventuellement, les diplômes qu'il faut avoir pour exercer ces métiers. Et à ce moment-là, ils lancent des formations. Il a développé dans ce groupe une véritable ingénierie de la formation à distance pour surtout et essentiellement entretenir la motivation.
car c'est ça qui est essentiel. Et quand il est arrivé dans une entreprise qui était en dépôt de bilan, puisqu'elle a été reprise à la barre par des fonds d'investissement qui lui ont confié tout cela, il est arrivé avec une idée simple, c'est je rembourse les gens qui n'ont pas eu leur diplôme pour autant qu'ils ont suivi tout le parcours, etc. Alors, c'est exactement le business model inverse de son prédécesseur qui, lui, disait ben, moi, ça me coûte de l'argent de passer du temps avec mes élèves, donc quand les élèves abandonnent, c'est super, et plus ils abandonnent, mieux c'est. Donc, on voit que quand on change complètement la logique, on arrive à des business models complètement différents et on a une amélioration. Là, vous avez 71% des élèves satisfaits, ce qui, dans le domaine de la formation par correspondance, est absolument considérable, et ça s'améliore d'année en année. Et je ne doute pas que ça continuera de s'améliorer. Et donc, on voit que les data, là, pour le coup, servent surtout quelque chose de très, très important, c'est l'engagement. L'engagement, on va y revenir sur d'autres aspects, j'accélère, le temps passe, mais c'est un élément absolument clé. Alors, Mediasys, c'est une entreprise très particulière, c'est une entreprise qui assure la promotion sur le lieu de vente. Elle faisait historiquement des têtes de gondole en carton, puis maintenant toute forme de matériaux. Et aujourd'hui, elle refait tous les magasins possibles et imaginables sur la planète de toutes les plus grandes marques. Et aujourd'hui, la problématique, c'est la théâtralisation du point de vente. Amener de la personnalisation, de l'expérience, de l'hybridation entre le physique et le digital. Donc là, ici, vous avez, ça c'est à gauche, chez Kenzo, pour Kenzo, c'est vraiment une tête de gondole où vous avez au-dessus, on ne le voit pas bien, mais ce qui est marqué Kenzo, c'est un écran, un grand écran. Et si vous soulevez un flacon de parfum, eh bien, vous avez une vidéo spécialisée sur le parfum en question qui vous en dit plus. Et si vous vous déplacez sur le parfum d'à côté et que vous soulevez, il se passe la même chose, et ainsi de suite. Un dispositif qui n'est pas un dispositif de Mediasys, mais qui nous avait été montré par Casino quand ils étaient venus, sur son flagship, reprend un peu les mêmes idées. C'est là, vous avez un écran que l'on ne voit pas, sur lequel vous tapez ce que vous voulez comme critère, et les produits qui sont là sont surlignés, donc ils sont éclairés pour ceux qui correspondent aux critères que vous avancez, et vous pouvez sélectionner de plus en plus jusqu'à avoir 2, 3 bouteilles, 7 bouteilles, pour avoir une forme de conseil qui est comme ça personnalisé en fonction de l'interaction que vous avez. Donc, quand vous allez dans ce genre de magasin, vous avez une expérience qui est quelque part assez proche de ce que vous pouvez avoir sur Internet, mais avec du physique. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est très important. Dans ce genre de magasin, on l'a tous vécu, on vous présente une chaussure, une paire de chaussures qui ne vous va pas complètement, donc il faut aller chercher une autre taille. Pendant que la personne va chercher une autre taille, on ne sait pas trop ce qui se passe, et de plus en plus, vous pouvez avoir des gens qui s'en vont parce qu'on les a peur. Et donc, notamment pour des grandes marques, aujourd'hui, vous avez deux solutions. Soit vous avez des automates, comme on les voit dans les pharmacies, où les médicaments arrivent, donc la personne est toujours en face de vous, elle n'est pas perturbée pour aller en arrière-boutique. Et là, vous avez des stock runners, pour vous faire voir que ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous avez aujourd'hui des gens qui embauchent des stock runners, c'est-à-dire des gens qui vont chercher en vitesse la bonne pointure pour que le vendeur reste en face de l'acheteur, pour qu'il reste concentré, pour qu'on soit sur son besoin, pour qu'il ne soit pas tenté d'aller ailleurs, etc., etc. Et donc, on voit bien que l'attention est absolument essentielle et que les dispositifs technologiques et innovants peuvent apporter des solutions en la matière. Et puis enfin, faire attirer le client à lui faire vivre une expérience et surtout lui faire partager sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'expérience Glossier. Alors, Glossier, c'est une marque de cosmétiques que certains ou certaines connaissent, qui s'est fait connaître uniquement sur le web et en supprimant à peu près tous les codes qui existaient dans la cosmétique, à savoir le flacon coûtait très cher, le marketing coûtait très cher. Et bien là, on est sur un magasin qui ne paye pas de mine, qui est à New York. Il faut vraiment, on ne tombe pas dessus par hasard, il faut vraiment venir exprès pour lui. Vous avez juste la petite marque, etc. Et en dessous, que vous ne pouvez payer ici que par carte bancaire. Quand vous ouvrez la porte, vous tombez sur 52 marches pour arriver au bonheur. Le bonheur, c'est un endroit où vous avez des desks avec tous les produits possibles et imaginables que vous pouvez tester, essayer, comparer, et avec
systématiquement quelqu'un pour vous conseiller sans obligation d'achat et pour vous faire passer un moment exceptionnel. Quand vous ressortez, donc vous voyez là, tous ces tubes sont complètement banalisés d'un produit à un autre, donc on n'investit pas du tout dans le packaging, on investit dans le produit et dans l'expérience et le service qui va avec. Et quand vous sortez, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on vous suggère de prendre une petite photo de vous avec ce genre de message et puis de le partager dans vos réseaux sociaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très économique et qui porte un nom, c'est l'Instagrammabilité de votre lieu de vente. Et donc on voit bien que là, les boutiques sont complètement en train de se transformer, à la fois par la personnalisation, à la fois par l'attention client, à la fois et donc l'organisation, et à la fois par l'engagement. Et est-ce que votre boutique est Instagrammable? Récemment, j'ai quand même dit à quelques banquiers qu'ils pourraient peut-être se poser la question de savoir si leurs agences étaient Instagrammables. Bon, ça les a fait un petit peu réfléchir. Est-ce que vos clients que vous dites de ne pas venir en agence, notamment vos jeunes qui ne viennent plus en agence, est-ce que par hasard ils auraient envie de se prendre en photo dans votre agence en expliquant aujourd'hui je me suis fait une banque, voilà, ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant à tenter. On voit bien que certaines organisations ont encore un peu de mal. L'innovation d'expérience pour revivifier les lieux de vente, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel. Mon dernier exemple est celui absolument incroyable d'Orange en Afrique, qui a réussi à solvabiliser un marché avec des innovations d'usage. En décentralisant l'innovation, l'innovation, ça n'a pas lieu que dans les pays du Nord, bien évidemment. Il y a aussi d'innovation potentiellement en Afrique. En faisant une innovation frugale sur des usages essentiels avec une excellence opérationnelle, Orange, alors il n'y a pas qu'Orange, il y a en fait 3 acteurs qui, en Afrique, ont transformé complètement la techno, les usages en Afrique. Il y a 3 opérateurs télécoms, Safaricom au Kenya avec M-Pesa, mais aussi le sud-africain MTN et Orange, qui ont fait concrètement de l'Afrique aujourd'hui la première économie, pas complètement sans cash, mais très peu de cash, puisque ces téléphones basiques, des téléphones à 10 euros, vous permettent à la fois de téléphoner, mais aussi d'envoyer de l'argent, mais aussi d'avoir un véritable coffre-fort virtuel, ce qui peut être absolument important dans des endroits qui ne sont pas complètement sûrs, etc. Aujourd'hui, Orange a 120 millions de clients en Afrique, là où on n'avait que 10 millions il y a quelques années, est présent dans 21 pays. C'est une croissance de type GAFA. Hein. Les Google et autres ne font pas des miracles en Afrique, ils voient ça comme une zone beaucoup trop centralisée. Enfin bon, ils voient ça de manière beaucoup trop centralisée. Et ça a été un effort considérable d'Orange que d'arriver à comprendre qu'il fallait décentraliser une partie au moins de son innovation. Donc aujourd'hui, vous avez des centres de recherche qui sont en Afrique. Évidemment, c'est un type d'innovation beaucoup plus frugale. Et puis à partir de là, vous le savez bien, d'inventer un processus éventuel de reverse innovation, donc de revenir avec ces innovations auxquelles vous n'avez pas pensé en Europe pour les pays plus matures et éventuellement faire une banque de plein exercice, une banque mobile de plein exercice comme Orange Bank. Donc on voit que là, on a quelque chose qui est absolument impressionnant en termes d'expérience. Alors, le temps passe, donc j'accélère un peu. Donc, vous avez un peu compris, rallumer la flamme de l'enthousiasme à travers tout ce qu'on a vu, des usages innovants de la technologie, étonner, actionner, potentialiser, plus que la technologie en elle-même. Innover au plus près du terrain, ça veut dire éventuellement décentraliser l'innovation, ce qui n'est pas forcément toujours très simple. Et puis surtout, faire des glissements de modèles économiques, du B2B au B2C, des telcos à la banque, de la commercialisation directe à l'indirect, du virtuel au physique. C'est vraiment ça qui caractérise des grandes expériences digitales aujourd'hui. Alors, ça veut dire aussi que toutes ces expériences-là sont vraiment focalisées sur l'utilité client. Alors, tout le monde le dit, mais il y a ceux qui le disent et ceux qui le font. Et quand on le fait vraiment, ça crée des vraies différences. Alors, j'ai fini sur toutes mes expériences. Maintenant, je voudrais, en guise de conclusion, évoquer une petite piste. Vous l'avez compris à travers tout ce que je vous ai montré, toutes les institutions, même les plus traditionnelles, se réinventent aujourd'hui. On a vu les boutiques,
quoi de plus traditionnel? L'enseignement à distance, plus de 100 ans, la poste, les gares, mais aussi la gendarmerie. Plus de 8 siècles, la gendarmerie. On voit qu'aujourd'hui, la gendarmerie est vraiment complètement dans le mouvement. Il n'est plus possible de faire le distinguo entre les startups d'un côté et les grandes organisations qui n'auraient rien compris de l'autre. Ce n'est plus possible, en tout cas, personnellement, j'en suis convaincu, j'espère vous avoir convaincu. Nous sommes en présence de la renaissance des grands groupes. Alors, pas forcément tous les grands groupes, hein, certains ont des difficultés, pas forcément partout dans tous les grands groupes. Quand je salue telle ou telle super expérience, j'ai bien conscience que juste à côté, il peut y avoir des expériences un peu moins réussies. Un grand groupe, c'est large, c'est complexe, on ne peut pas tout réussir, mais enfin les startups non plus ne réussissent pas tout. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure pour les startups où le mythe, c'est la licorne, eh bien, puisqu'il faut utiliser la mythologie pour évoquer des choses qui parlent, pour parler de ces grands groupes en Renaissance, je voudrais parler de l'ère des phénix. Et cela me permet de dire, ben voilà, ça serait peut-être bien quand même de rééquilibrer le discours aujourd'hui quand on parle d'innovation. On parle surtout de start-up, notamment de la Startup Nation. Alors tout ça est absolument passionnant, mais ça serait quand même sans doute intéressant de rééquilibrer aujourd'hui, de prendre conscience qu'en France en particulier, on a beaucoup de grands groupes extrêmement puissants, extrêmement renommés, extrêmement répartis sur la planète, qui, pour une bonne partie d'entre eux, aujourd'hui sont complètement à la manœuvre. Et donc l'innovation ne peut pas être réservée aux seules startups, aux seules licornes, aux seuls premiers de cordée, aux seuls entrepreneurs, à la disruption. L'innovation, ce n'est pas que la disruption. À l'innovation technologique, il y a autre chose que l'innovation technologique. À l'innovation officielle, il y a autre chose que l'innovation officielle. Il y a l'innovation, on va dire, discrète ou même confidentielle ou même secrète. Marc Renard nous a expliqué qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas refaire ce qu'il a fait à l'époque. Et qu'à l'époque, il l'a fait en partie, de manière, on va dire, discrète. Quand il est venu voir le directeur financier du groupe pour lui dire qu'il fallait maintenant demander une licence d'institution de crédit, la première réponse a été de dire non, pas question, on est un téléco, pas autre chose. Oui, mais on fait déjà 300 millions de crédits en Afrique. Ah oui, bon. Donc effectivement, l'innovation peut se faire autrement que par l'innovation officielle. L'innovation produit, il y a l'innovation de processus, tout ça on le sait, mais le prisme sur la start-up nation, les licornes, nous ont fait oublier tout ça. L'innovation propriétaire, hein, l'innovation ouverte, ça existe. Les intrapreneurs, tout ça c'est bien, mais quand on voit les programmes d'intrapreneuriat dans les grandes entreprises, on se demande si on ne met pas de côté tous les autres. Donc, j'ai envie de dire, finalement, l'innovation est une chose trop sérieuse pour la laisser aux seuls spécialistes. Les phénix sont désormais nombreux. On vient de parler d'Orange, notamment d'Orange Afrique, qui est un GAFA africain. Alors, si vous voulez utiliser le terme, les trois autres, c'est donc Safaricom, MTN, et donc ça fait SMO. Airbus, c'est aujourd'hui un Uber industriel, donc on voit bien qu'il n'y a aucune raison. L'Oréal, c'est vraiment l'exemple de la domestication de la technologie qui est si rare de nos jours. Et puis, pour mémoire, on a eu un certain nombre d'exemples des années précédentes de Casino, d'Accor, d'Ubisoft, qui nous ont montré à quel point les grands groupes aujourd'hui étaient complètement à la manœuvre et tout à fait au niveau des attentes en matière d'innovation. Alors, pourquoi rétablir un peu d'équilibre dans le discours sur l'innovation vis-à-vis des phénix? C'est tout simplement parce que les phénix aussi ont besoin d'aide. Alors, je vous rassure, pas budgétaire, hein, je ne suis pas en train de faire la manche pour les phénix. A priori, ils ont de l'argent pour, sauf les cas problématiques actuels, mais ils ont besoin d'aide pour une autre raison, c'est pour le recrutement, pour une régulation adaptée, pour les data, pour la valorisation boursière. Bien évidemment, mettre la lumière sur eux aussi pourrait permettre de rééquilibrer un peu les flux. Je ne suis pas sûr que tous les étudiants en sortie d'études ont besoin d'avoir une première expérience en start-up, en tout cas que l'expérience en start-up soit la première meilleure expérience pour eux. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, ce n'est pas évident. Donc, à surjouer les startups, on ne rend pas forcément service
ni à l'État, ni aux entreprises, ni aux grandes, ni même aux étudiants. La régulation adaptée, la taxe GAFA, c'est bien, mais ce n'est pas le seul sujet. Et il y a plein d'autres choses à faire, et donc on voit bien que rééquilibrer un petit peu l'éclairage vers les phénix, ce serait intéressant. La valorisation boursière, avec le taux de croissance d'Orange à MEA, je n'ai pas forcément bien les chiffres, mais il est hautement probable que si Orange MEA était une licorne, était une entité à part, elle serait valorisée l'équivalent du groupe Orange dans sa totalité. Et c'est évidemment des questions qui se posent aux directions générales avec importance. Et si le discours général était un peu plus favorable, un peu moins défavorable au Phoenix, sans doute qu'on aurait quelque chose de plus équilibré. C'est un enjeu économique, culturel, éducatif, politique. Quand je dis politique, c'est-à-dire au minimum juridique et réglementaire, mais peut-être un petit peu un débat plus général. Et on le voit bien dans les débats récents à travers la découverte de quelques problèmes sur le problème actuel, que la politique se réinvite assez vite. Alors, ça, je n'oppose pas les phénix aux licornes. On a la chance en France d'avoir quelques licornes, 5 ou 7 selon comment on compte. 25 sont attendus d'ici 2025 par le président de la République, mais on a aussi de très 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 importants phénix. Et c'est une situation que tous les pays ne peuvent pas prétendre avoir. Et donc, ça serait intéressant d'avoir les deux, et les deux qui peut-être travaillent de plus en plus ensemble éventuellement. Alors, une question se pose. Avec le Covid, on a vu la médecine d'urgence. Selon toute vraisemblance, on va voir à la sortie le management d'urgence. Ça serait peut-être bien qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, et c'est un risque. Nous sommes beaucoup enthousiasmés pour les startups, leur méthodologie, les hackathons. Il ne faudrait pas que, dans l'urgence, on se débarrasse d'un peu tout ça qui ne fonctionne pas toujours très bien. C'est vraiment important de ne pas tout jeter, et notamment d'avoir un discours peut-être plus sur l'innovation et pas seulement sur les startups, et pour revenir vraiment sérieusement sur tous ces débats. J'ai un commentaire de Gaël Mangeant à tout le monde, vous pouvez le lire puisqu'il est à tout le monde. Oui, bonjour Gaël, vous Oui, m'entendez tous? oui. Bonjour, enchantée, merci pour cette présentation. Moi, je réagissais effectivement au point sur le fait que se réinventer et innover, c'est maintenant aussi fortement nécessaire pour les entreprises qui existent déjà depuis un certain temps, quelle que soit leur taille, en particulier pour les grandes, où il me semble que le contexte actuel de la crise a accentué ce besoin de se réinventer, mais bien en avant qu'il va falloir repenser un certain nombre de choses sur notre monde au sens large pour demain et pour l'après-crise sanitaire, parce qu'on a probablement d'autres crises à venir sur d'autres sujets, et qu'on va devoir dans les grandes entreprises repenser un petit peu le sens de ce qu'on fait, revoir certains process, se focaliser sur là où on a un vrai enjeu business et une valeur à aller chercher, ce qui va se traduire par probablement des besoins de revoir le positionnement et les axes de travail sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur toute la partie accompagnement sur l'exploitation de la donnée, les applications digitales. J'ai beaucoup aimé, je connaissais l'exemple d'Orange en Afrique. Il va falloir aller se concentrer un petit peu sur l'essentiel pour aller, de mon point de vue, rendre le service de base et aller à l'essentiel, en intégrant qu'on est dans un monde mouvant, qu'on va avoir des impacts financiers, on a des impacts environnementaux à intégrer, et que de plus en plus de gens sont déjà sensibles, et je pense que ça va croître sur la partie RSE. On peut être tout à fait d'accord sur les attentes. Moi, je pense quand même que ce qu'on a vu alors, sur les années précédentes, sur les synthèses précédentes, c'est que les grandes entreprises, alors pas toutes, hein, mais certaines grandes entreprises en tout cas, ont compris depuis déjà pas mal de temps qu'elles devaient se réinventer. Et ce que j'ai montré ces dernières années et aujourd'hui, c'est qu'elles se sont beaucoup déjà réinventées. Elles n'ont pas attendu. Et notamment avec un élément que j'évoquais les années précédentes, c'est un retour vers le stratégique. Quand on doit se réinventer, il n'est plus question d'imiter les uns ou les autres. Il s'agit de se proposer des questions très introspectives.
Je ne suis vraiment pas sûr que la crise actuelle, même si c'est dommage, mais je ne suis pas sûr que la crise actuelle permette de revenir dans les entreprises en se posant plein de questions. Pour celles qui ne se sont pas posées toutes ces questions avant, je pense que l'urgence sera telle que, comme je disais à la fin, on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Les premières initiatives faites et pas forcément super réussies serviront peut-être de prétexte pour dire on coupe tout ça. En tout cas, c'est ce que je crains. Pour les entreprises qui ont plus de maturité, j'espère que ce management de l'urgence, que je ne critique pas, bien évidemment qu'il faudra faire plein de choses dans l'urgence. La situation de beaucoup d'organisations, d'entreprises sera vraiment hautement problématique et il faudra prendre des décisions rapides et vigoureuses. Donc, ça sera comme la médecine d'urgence, ça sera du management d'urgence. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en branle, en sortie de crise, des questionnements introspectifs importants. Celles qui l'auront fait avant auront, comme d'habitude, un avantage. Là encore, il n'y aura pas de raccourci, je n'y crois pas du tout, mais c'est un avis personnel. Jean-Jacques Urban, je n'ai Ah. pas la caméra en face de moi. D'accord. Merci pour cet excellent exposé de synthèse qui reprend quelques idées un peu absurdes dans le bon sens. La question que je me pose, c'est comment pourrait-on faire connaître ces leçons générales à une très large population qui malheureusement a tendance à croire, comme vous l'avez dit à un moment donné, que l'informatique, si ce n'est pas son métier, il faut confier ça à des sous-traitants, alors que l'urbanisation du système d'information avec des informations pertinentes me semble être la clé du dispositif. Alors, il y a deux sujets. Alors, il y en a un, c'est la publication de tout ça. Je travaille sur plusieurs textes autour en tout cas de ma conclusion sur les phénix et les licornes. Ce que je peux faire, c'est des textes et des conférences, donc je m'y emploie. Après, les médias, c'est les médias, donc c'est un vrai sujet. L'autre sujet que vous évoquez, c'est autour de la maîtrise et donc de l'internalisation, l'externalisation, la délocalisation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a un bon exemple. On voit qu'on est en train de remettre en question un certain nombre de choses. Mais là, moi, je m'inscris en faux, plein de monde. Je pense qu'aujourd'hui, on peut remettre en question les stratégies utilisées de délocalisation peut-être excessive, parce qu'on était déjà dans cet état d'esprit-là. Je pense à Thierry Veil qui nous avait déjà annoncé il y a plusieurs années que beaucoup de production reviendra de Chine dans les 10 ou 15 ans. Donc le Covid va accélérer quelque chose qui est déjà en cours, avec la robotisation dans les usines, etc., etc. Quand il s'agit de convaincre des gens qui ne veulent absolument pas être convaincus, c'est vraiment compliqué, quoi. Et donc là, aujourd'hui, on avait déjà ce phénomène de relocalisation, voire de réinternalisation, et tout élément nouveau qui vient dans cette premier aspect de tendance, évidemment, accélère le phénomène. Et c'est une très très bonne chose qu'aujourd'hui on se repose ces questions-là. Mais une fois de plus, si le Covid avait eu lieu, les problèmes de masque avaient eu lieu il y a 10 ans, je ne pense pas qu'on aurait tiré ces conclusions qu'il fallait tout rapatrier à la maison. Alors, Philippe Chat. Bonjour, merci beaucoup Christophe pour cet exposé que moi aussi j'ai trouvé passionnant et hyper synthétique et hyper profond, et puis avec une conclusion qui fait beaucoup réfléchir sur les phénix et les licornes, donc ça m'a beaucoup stimulé. Et je voulais juste quand même poser une question entre les phénix et les licornes, ou entre les startups et les grands groupes, ou plus exactement entre les natifs et les transformants. Il y a quand même une grosse différence de prédisposition au numérique. Je voulais juste illustrer ma question avec un exemple qu'on a vu récemment dans le cadre de la SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile. On mène un travail
sur les infrastructures de recharge. La question, c'est de véhicules électriques. La question, c'est est-ce qu'il y a assez d'infrastructures de recharge? Est-ce qu'il en manque? Combien? Comment on évalue ça? Et dans ce cadre, on a interrogé plusieurs personnes, dont un ingénieur qui était en charge du déploiement des infrastructures de recharge pour Tesla. Et dans tout ce qu'il nous a raconté, il y a une chose qui nous a fascinés, c'est qu'il nous a dit, en fait, ce qui a énormément facilité le déploiement de l'infrastructure de recharge de Tesla, c'est les données. C'est-à-dire que Tesla, il se trouve que cet ingénieur, il est français et il arrivait de chez Renault quand il est arrivé chez Tesla. Et il dit, quand je suis arrivé chez Tesla, j'ai découvert une entreprise qui avait une architecture de données complètement intégrée. Et quand on a juste posé la question, tiens, où est-ce qu'on pourrait mettre des chargeurs, toutes les données étaient déjà accessibles, faciles à trouver, structurées. Et donc, il a suffi de faire quelques traitements pour voir où est-ce que les gens s'arrêtent pour faire leurs courses, etc. Donc, ma question, c'est, et quand on remet ça en perspective, on dit oui, mais si on est Renault, PSA ou Volkswagen, on n'a pas cette architecture de données. Et la mettre en œuvre, c'est ça qui serait l'énorme boulot. Donc, il y a quand même une sorte de course à handicap entre les natifs numériques et ceux qui ont à se transformer pour devenir des phénix. Alors, merci pour cette passionnante question. Il y a au moins 3 réponses différentes. Alors, premièrement, tu l'as vu sur la gendarmerie nationale, effectivement, ils ont un SIRH extrêmement puissant, probablement sans doute un des plus puissants, parce que le SIRH des organisations classiques est malheureusement un peu n'est pas hyper solide, on peut dire comme ça. Et donc, effectivement, on s'aperçoit que quand on a quelque chose qui est déjà là, que tout est là, ben, prendre une API qu'on trouve sur le web, qu'on n'a même pas à payer ou qu'on paye 3 francs 6 sous, et quand les données sont là, tout marche et tout marche bien et c'est vraiment rapide, quoi. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà, la gendarmerie nationale, c'est 8 siècles. Hein, donc, sauf que pour eux, il est clair que ça doit être sécurisé, que tout doit être là, qu'on doit faire attention aux conjoints parce que la mutation, sinon, va mal se passer. Enfin, il y a une obsession depuis tellement longtemps et tout est tellement là et tellement organisé que forcément, bah, c'est la même chose que chez Tesla, mais on n'est pas obligé d'être Tesla, on est juste obligé d'avoir fait le travail sérieusement depuis longtemps. Voilà. Et donc, effectivement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand on a fait le travail sérieusement depuis longtemps, bah, cette révolution numérique, on la prend à peu près au même point que les Tesla ou autres. Quand on n'a pas fait ça, le travail va être lourd, long et compliqué et cher. Et l'erreur à ne pas faire, c'est croire qu'on va pouvoir prendre un raccourci. Alors là, c'est le fiasco garanti et c'est malheureusement ce que se sont tentés de faire beaucoup. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est il n'y a pas que les données pour faire du numérique, etc. L'exemple d'Orange en Afrique, il est absolument incroyable. Et il est d'autant plus intéressant que ce n'est pas que Orange. Enfin, ils sont 3 acteurs à avoir inventé un modèle à peu près ensemble, en se copiant les uns les autres, qui fonctionne à peu près de la même manière. Et ils ont concouru à faire du développement économique important, etc. Et une partie importante du nerf de la guerre, c'était le réseau de distribution locale avec des petites guitounes pour traiter des quelques euros par-ci, par-là. Et ça change tout. Après, maintenant, ils ont les données et en ayant les données, il se passe plein de choses. Mais voilà, les données sont centrales dans beaucoup de cas, pas toujours. Michel de Virville. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un point commun à l'ensemble de ce que vous avez présenté, qui est l'interaction homme-informatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne travaille pas sur les entreprises, ça ne travaille pas sur l'informatique, ça travaille vraiment sur la façon de mobiliser, de créer une nouvelle interaction entre le fonctionnement de l'entreprise visée et la ressource informatique. Mais du coup, est-ce que ça ne pose pas la question de savoir
comment prendre des gens qui sont vraiment intimes dans l'entreprise, qui la connaissent de l'intérieur de façon fine et qui vont avoir une belle vision des questions qu'il faut traiter, mais comment leur donner la flexibilité informatique pour imaginer quelque chose, ou à l'inverse, comment prendre des gens qui maîtrisent l'informatique, mais leur donner une capacité d'écouter non pas le client, mais l'opérateur, celui qui connaît bien l'entreprise. Parce que là, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que les différents exemples qui ont été analysés sont assez différents dans le process qui a conduit à ce que, finalement, de cette interaction entre l'homme et la machine, il sorte quelque chose de vraiment neuf. Alors, oui, tout à fait. Enfin, on peut le résumer comme ça. Alors, ça peut être l'homme et la machine quand c'est le client. Ça peut être l'homme et la machine quand c'est à l'intérieur de l'organisation. Si je reviens sur l'intérieur de l'organisation, en fait, on revient sur une question qui est une question sempiternelle et qui est mal traitée. C'est la question, est-ce qu'on peut être aux manettes de l'entreprise sans connaître le métier? Voilà. Parce que fondamentalement, la question, moi, je la résumerai à ça. Parce que si vous n'avez pas le soutien, si les instances importantes de l'entreprise ne connaissent pas le métier, des gens qui connaissent le métier auront toujours un mal fou à se faire comprendre. Et donc, le problème de la connaissance du métier par l'informatique, puisque c'est ça l'enjeu, c'est est-ce que les données, et donc c'est là où c'est un peu différent par rapport à avant, c'est que finalement, c'est les données aujourd'hui qui nous donnent ces informations. Et c'est là où je partais sur mon école de guerre. Je pense qu'on est moins dans une opposition entre des gens qui sont des spécialistes de l'informatique et ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment à se mettre autour des données et qu'on vienne de l'informatique ou qu'on ne vienne pas de l'informatique, mais surtout autour des données. Et les données, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'informatique. Les données, il faut surtout être un spécialiste du business, enfin, de la compréhension de ce qu'on fait. L'exemple qui nous avait été donné, enfin, un des exemples qui est vraiment important, mais vous l'avez aussi sur Gare et Connexion, mais quand Airbus nous dit, quand on a l'information de à quelle heure les roues de l'avion a posé, l'avion s'est posé sur le tarmac et à quelle heure il est arrivé vraiment au quai de débarquement, vous avez plein de données de ce type, et ce n'est pas des données confidentielles, il ne faut pas être très très malin pour interpréter une donnée comme ça. Mais quand vous en avez des milliers et des milliers, très très vite, vous apercevez qu'avec tel autre type d'information, le fait qu'il pleuvait, le fait que ceci ou cela, vous arrivez à comprendre le métier fondamental que quelqu'un de base aurait compris. Voilà, donc c'est ça qui est important. Si je peux me permettre, parce que j'ai vécu ça sur la mise en place du SIRH de Renault. Les professionnels de la fonction RH, ils n'ont pas de mal à imaginer ce que doivent être les données. Mais les données pertinentes, c'est celles qui vont permettre de réaliser des opérations informatiques qui vont être novatrices par rapport à ce qu'on sait faire avant. Et là, il faut avoir les deux ingrédients dans la même tête. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois la familiarité avec le fonctionnement RH de Renault, parce qu'il n'est pas le même que celui de l'entreprise à côté, mais il faut aussi avoir une idée de ce que l'outil informatique va permettre de faire qu'on ne sait pas faire avant. Parce que sinon, on ne choisit pas les mêmes données, en fait. C'est très frappant dans l'exemple de L'Oréal. Alors, merci de préciser ça, parce que ça va me permettre, en vous répondant, de répondre à mon troisième point que j'avais oublié sur la question précédente. Oui, mais ça, c'est… Et qui a été évoqué vraiment, là encore, par Marc Fontaine chez Airbus. Il a dit, mais on a mis un peu de temps à comprendre, parce qu'on se plaignait aussi de ça. C'est si on n'a pas prévu correctement, après, on ne peut pas s'en sortir. Et en fait, ils ont travaillé à le concept, qui par ailleurs est très marketing aussi, de l'acte de données. Et nous a expliqué qu'en tout cas, eux, ils n'avaient pas de problème avec ça. Ils arrivent à neutraliser les données, donc à les sortir de tout un tas de systèmes propriétaires qui ont été conçus en leur temps avec des fonctions particulières pour vraiment constituer un ensemble de données. Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est impossible de savoir à l'avance quelles sont les données qui vont être pertinentes puisqu'on ne connaît pas les questions qu'on va se poser dans le futur. Donc, il faut arriver à neutraliser, à désorganiser positivement la manière dont on est organisé dans l'histoire les données pour les rendre fondamentalement accessibles. Et ça, c'est aujourd'hui techniquement faisable.
y compris sur des gros volumes, et c'est ce qu'il nous a confirmé. C'est ce qu'il reproche à des gens comme SAP de n'avoir pas fait et qu'ils auraient dû faire pendant des années. Il a été extrêmement violent dans son propos, et probablement à juste titre, parce qu'une fois qu'on a ces données dans quelque chose qui est neutre au sens de plateforme, c'est-à-dire on n'a pas de prérequis organisationnels pour taper dedans, eh bien on va taper dedans avec des nouvelles questions. Mais s'il faut avoir à l'avance toutes les questions qu'on va se poser demain pour pouvoir construire le bon système qu'on va mettre des années avant de construire, en fait, cette manière-là ne fonctionne pas. C'est ce qu'on a cru. On a essayé de faire comme ça pendant très longtemps et on avait des problèmes quasiment insolubles. Là où les digital natifs, entreprises digital natives y arrivent, c'est qu'en fait, leurs données, alors souvent elles sont monométiers quand même. Il faut reconnaître aussi que c'est plus facile quand on a un groupe qui part dans tous les sens, qui a une historique de folie avec des clients dans tous les sens, etc. Forcément que c'est plus compliqué. Mais il faut arriver à neutraliser ces données, pour pouvoir les exploiter. Et aujourd'hui, c'est faisable. Ça n'était pas pendant très longtemps. Et à partir de là, on peut travailler sur les données sans avoir l'obligation d'avoir pensé à l'avance les questions qu'on allait se poser, parce que ça, c'est pas raisonnable. Clarisse Mathieu pourrait poser sa question, éventuellement qu'elle a écrite. Merci pour cet exposé. Vous avez très rapidement parlé du positionnement des politiques en disant soit qu'ils ne comprenaient rien, soit que souvent ils avaient, quand ils étaient convaincus de l'utilité d'agir, une action qui était décalée. Vous avez aussi parlé de la question de la régulation au tout début avec ce qui se passe vis-à-vis d'Uber. Est-ce que vous avez un avis sur ce que pourrait être le bon positionnement des politiques dans cette effervescence, dans cette situation, dans la volonté en tout cas pour nos pays, soit la France, soit l'Europe, je ne sais pas quel est le bon niveau, de pouvoir préserver nos industries? Alors, le problème des politiques, c'est pas en soi qu'ils sont mauvais, pas intelligents, pas je sais pas quoi, etc. C'est le problème du temps. C'est le temps. Le problème du temps, c'est exclusivement le problème du temps. Ils n'ont pas de temps à accorder à une compréhension profonde et ils ont besoin, pour se réélire, d'un temps aussi qu'un temps court. Voilà. Donc ces deux problèmes-là rendent les choses quasiment presque impossibles. Donc après, il faut surfer. Faut arriver à surfer, faut arriver à théoriser sur comment est-ce qu'on les influence. Faut pas espérer qu'ils puissent rentrer, et c'est une erreur profonde, d'entamer des sujets compliqués avec eux, qui demandent du temps, etc. Donc, quand il faut les convaincre de quelque chose, c'est bien. Mais après, se met en place tout un tas d'autres choses. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. Enfin, on comprend bien que si notre ami breton, qu'une fois de plus, c'est super qu'il arrive parce qu'il connaît quand même des choses, évidemment, mais là, s'il veut absolument faire quelque chose sur les données à un niveau, les données industrielles à un niveau européen, on sent tout de suite le lobbying qui va se mettre en œuvre. Et il y a un grand acteur logiciel central en Europe qui s'appelle SAP. Si la bonne idée du siècle, c'est de nous foutre du SAP partout, vous avez compris que chez Airbus, qui a travaillé depuis 4 ans en pensant que ça aurait dû être fait depuis bien longtemps par SAP, ça va aller au clash, quoi. Donc effectivement, c'est ça. La taxe GAFA, on s'est excité sur la taxe GAFA. Bon, je ne sais pas où ça en est. Mais il y a plein de biais de concurrence autres. Donc, pendant qu'on s'occupe sur la taxe GAFA, on ne s'occupe pas sur le reste. Mais tout ça, c'est des sujets qui demandent du temps. Enfin, ils ne sont pas plus compliqués qu'autre chose. Ils demandent juste du temps avec énormément d'effets pervers. Toute politique publique a des effets pervers. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Donc, voilà, on doit commencer à analyser les effets pervers avant de commencer à analyser quelque décision que ce soit. On voit qu'on a plein le numérique, c'est surtout plein de liens entre les choses elles-mêmes, quoi. Tout est lié, donc ça prend du temps. C'est surtout à nous qu'il faut faire. Il faut qu'on soit très attentif à ne pas espérer d'eux des choses dont on sait d'avance qu'elles ne peuvent pas arriver ou elles arriveront mal, parce que ça ne peut pas être autre chose. Anne Hoffner. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question dans un titre tout à fait différent. C'était de tout ce que vous avez repris comme
comme différents systèmes. Je voulais savoir, est-ce que vous avez dégagé des grandes lignes d'un management qui ont permis d'aller vers ces innovations? Premièrement, déjà, qu'est-ce que vous en tirez et qu'est-ce que ça inspire pour la suite? Parce que tout ça, ça ne peut se faire qu'avec les gens, avec les vrais gens. Hein, ça ne peut pas être juste un cerveau quelque part isolé. C'est comment on va embarquer suffisamment de personnes pour aller dans ces directions d'innovation. Alors, merci. Ce que j'en tire, moi, ce que j'en ai tiré les années précédentes et qui reste vrai aujourd'hui, c'est le retour de la stratégie. Incontestablement, qui est un élément absolument clé. La mondialisation, c'était le niveau zéro de la stratégie. Quand on dit mon modèle, c'est le bon et je vais le mettre dans tous les pays, quand vous avez dit ça, c'est fin de l'histoire. Et après, vous enclenchez des questions mais incroyablement nombreuses, hein, mais de tactique et d'opérationnel, mais plus de stratégie. Donc, ça fait 20 ans que dans l'organisation, je pense qu'on était dans un vide stratégique absolu. Quand on vous pose la question, mais demain, vous pouvez disparaître, et c'est une réalité, vous devez vous réinventer. Et vous réinventer, ça commence par vous dire en quoi je suis original, en quoi j'embarque tout le monde. Enfin, et donc, il y a des entreprises qui l'ont fait et celles qui ne l'ont pas fait. Bon, donc, j'ai fait un livre en 2019 qui montrait plein de propos de patrons, et ceux que j'ai interviewés, en tout cas, me semblait-il, avaient cette caractéristique-là. C'est de connaître le métier de leur boîte et de s'être posé, d'avoir fait une introspection assez approfondie sur c'est quoi notre nouvelle proposition au monde et comment on commence pendant de bataille. Alors après, tout n'est pas parfait, mais quand vous avez commencé par là, c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est vraiment ce qui me paraît être le plus important et qui est par les entreprises qui sont en avance. Je n'ai pas dit toutes, mais en tout cas celles qui sont en avance, et elles sont nombreuses. Celles que j'appelle les phénix, elles sont dans ce cas-là. Ensuite, il faut embarquer tout le monde, c'est exactement mon propos sur l'innovation. Il y a quelque chose de particulièrement problématique avec l'innovation, c'est de ramener ça aux premiers de cordée, aux seuls entrepreneurs, les programmes d'intrapreneuriat où on met en avant là encore des pseudo premiers de cordée, etc. Les hauts potentiels, tout ça. Ça a comme conséquence que les autres disent bon, ben, nous, on attend la fumée blanche. Et donc, c'est absolument c'est quelque chose qu'il faut absolument lutter contre, parce que l'innovation, c'est beaucoup plus riche que ça. Pour prendre la disruption, tout le monde veut faire de la disruption comme si c'était facile, mais non, mais c'est pas vrai. Ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est un ticket de loto gagnant. Bah, tant mieux quand vous l'avez, mais on peut pas bâtir un modèle avec tout le monde va gagner le ticket de loto, c'est pas possible. Donc c'est comment est-ce qu'on embarque tout le monde. Et donc mon discours qui était sur faites attention avec un discours trop c'est sympathique d'encourager les jeunes start-upers, c'est sympathique d'encourager la prise de risque, etc. Mais quid de tous les autres? L'innovation, c'est vraiment quelque chose qui doit être sérieux. La France a un rapport à l'innovation historique qui fait qu'on pourrait avoir ça de manière beaucoup plus largement répartie. Attention à ne pas créer ceux qui attendent les résultats de l'innovation et ceux qui la produisent. Donc, je suis bien d'accord avec vous et c'est l'essentiel de mon propos, quoi.